Donc, bienvenue ce soir à l'apéro du mois de novembre. Voilà, l'avant-dernier apéro avant Noël. Pour nous, c'est pareil pour nous. Il commence à faire froid, pas chaud, mais on a quand même des salmons. Donc on va, bon, on en reparlera après tout à l'heure, mais on a deux trois petites choses qui va se passer dans le nord de la France. Et pour ce soir, spécialement, on vous a ramené quelqu'un qui on a rencontré cet été à la North Make Me Campus. Donc, est-ce que tu peux nous te présenter? Ouais, bien sûr, hein. Voilà. Du coup, moi, je m'appelle Antoine Fournier, hein. Merci, Caliban, hein, pour Je l'invite. t'en prie, je t'en prie, je t'en C'est prie. super de pouvoir Alors, vous partager tout ça. Moi, alors, on fait des capteurs optiques avec une bande de copains. On a créé une ouais. coopérative cette année pour faire ça et c'est ce qu'on voulait vous présenter parce que c'est pas mal, c'est assez libre. Et puis, ça se veut pour les makers, les bidouilleurs, les enseignants, les chercheurs et on se concentre sur vraiment la partie capteur, la vision robotique. Voilà. Et puis sinon, mon travail, moi, pour le reste de mes activités, je suis spécialiste capteur optique pour la santé du végétal au sein d'un institut technique agricole. Ouais. Euh, ce soir, je suis venu vous parler de POP et notamment de notre projet d'imageur open source OnePix. Ok. Et du coup, il y a une société qui est cachée derrière ou un nom? Et oui, oui, qui s'appelle Photonics Open Project, hein, que vous Ok. retrouverez sur les réseaux et qui est une toute jeune coopérative, hein. On a lancé ça avec trois autres collègues, donc deux jeunes ingénieurs photoniciens, moi-même, voilà, je suis opticien photonicien, Ok. et un collègue plus aîné et qui est chimiste de formation. Et voilà, on s'est lancé dans l'aventure depuis avril. D'accord. Ok. Bon, écoute, je vais te laisser pour la peine l'image, le son, la totale. Je te laisse présenter tout ça, nous montrer ce que tu fais de ton côté avec tous ces fameux petits capteurs. Et puis je reviendrai vers toi par la suite avec des questions. Ok? Ouais, super, Allez, c'est merci. parti! Alors, voilà, on partage. J'ai une petite vidéo YouTube pour vous présenter le principe du système, mais je vais d'abord vous dérouler une petite Vas-y, vas-y. présentation, le temps que les écrans switchent les trucs qui vont bien. Normalement, vous voyez les trucs à l'écran là. Exactement. C'est bon. On voit tout. Voilà. On Donc voit une voilà. boîte en bois avec des trous, ton logo et Apérobo. Exactement. Donc, notre petit logo pop et puis notamment le produit, le kit OnePix que vous avez à droite et puis voilà que je vais vous présenter de manière un peu informelle dans le cadre de cet apérobot. Alors, en très bref, hein, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, en gros, Pop, on fait des yeux de robots. Notre premier marché, c'est les yeux de robots jardiniers, hein, donc voilà les petites illustrations en Stable Diffusion. Donc des yeux de robots. Donc c'est de la vision avancée. En gros, on essaye de mobiliser plus que les trois couleurs usuelles des solutions d'imagerie, hein, les plus usuelles. Et puis, le but, c'est de permettre à un robot ou à des systèmes experts d'accéder à leur environnement pour pouvoir prendre des décisions embarquées. Donc, je pense que la partie vision, système, vision et décision embarquée, ça, c'est des choses pour lesquelles vous pouvez être les uns ou les autres un peu familiarisés. Et on a cette spécificité de diffuser une partie de nos développements de manière ouverte via le kit qu'on appelle OnePix et qu'on veut le plus abordable possible. Et on s'est structuré pour que toutes les avancées technologiques qu'on implémente dans notre société aient une version de base disponible dans ce kit open source via des releases qui seront faits sur GitHub annuellement. Voilà, en très bref. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail. J'ai essayé de ne pas être trop du rail du point de vue de l'optique et vous verrez qu'on est plutôt modeste aussi du point de vue de la robotique un peu avancée. Donc, on n'a pas 15 middleware. On utilise surtout ROS. Et puis, on s'est surtout posé des questions de qu'est-ce qui peut être utile à un robot et comment surtout on va pouvoir le développer ensemble, ce compartiment vision et décision. Donc, quand même un petit peu d'optique, on va parler d'imagerie spectrale pour la vision industrielle. Donc l'imagerie spectrale, ça revient à
pour chaque pixel d'une image, au lieu d'avoir une seule couleur, hein, la nuance de gris, les premières caméras, c'est ce que vous avez à gauche ici, avec le pointeur, monochrome. Ensuite, il y a les RGB que vous avez sur tous vos téléphones, sur vos ordinateurs. Et on peut aller au-delà et on peut avoir plus de 3 couleurs parce qu'il y a plus que 3 couleurs dans la vie et puis que notre œil perçoit. Il peut y en avoir des centaines et le fait de mesurer toutes ces longueurs d'onde et puis tirer de l'information spectrale pour chacun des pixels, c'est ce qu'on appelle l'imagerie spectrale. Donc c'est utilisé par exemple pour cartographier des composés, alors des composés chimiques, pour identifier également des objets ou la nature, par exemple en géologie, mais aussi en tri de déchets. C'est ce que vous avez ici à droite. Donc, c'est pour avoir une exploitation plus riche que l'imagerie couleur classique. Quelques exemples d'utilisation en robotique, donc plutôt académique ou industrielle, de ce qu'on appelle la vision avancée. Donc typiquement, là ici vous avez l'essentiel des caméras passives. Donc, on a mis de côté l'ensemble des détecteurs actifs, c'est-à-dire qui envoient de la lumière pour aller chercher l'info, mais là, c'est tous les capteurs passifs qu'on a sur le rover Curiosity. Donc, il y en a un certain nombre, et puis tous ceux où il y a cam, en fait, c'est des choses qui produisent des images. Donc, certains fabriqués par la France. Également en océanographie, les collègues de l'IFREMER utilisent l'imagerie spectrale pour aller chercher à la fois une meilleure vision, une meilleure compréhension de l'environnement du robot et puis des objets océanographiques, mais également pour corriger, améliorer les images et améliorer donc la navigation de leur robot. Et ça, c'est plus mon métier de base, c'est le phénotypage des plantes, donc une publication là de collègues américains, mais il y a un certain nombre d'autres outils qui déploient à peu près les mêmes choses dans différentes équipes sur Terre. On a des parcelles comme ça au terrain où on a planté les différentes variétés, où on essaye différentes approches agronomiques, et puis on veut savoir quelles plantes vont plus ou moins bien. Et pour ça, historiquement, on le faisait papier-crayon. Et puis, on avait un spécialiste qui passait pour donner son avis. Et puis, petit à petit, on est en train d'arriver sur des solutions où on va avoir un certain nombre de capteurs avancés, thermiques, spectrales, justement, 3D, pour aller suivre le développement et l'état de santé des végétaux. Voilà. Un système de vision sur un robot, et là, c'est plus vous qui allez m'en apprendre que moi, ça peut être utilisé pour le positionnement, la navigation, pour appréhender son environnement, savoir où il est et pas rentrer dans les murs. Donc, usuellement, pour comprendre ça, on regarde un peu des vidéos sur le Synchronous Localization and Mapping, ou SLAM, le petit acronyme, donc qui est une façon pour les robots de se repérer dans leur environnement. Mais il y a également des questions de vision experte, c'est-à-dire quand on a des prises de décision à faire, surtout quand on essaye d'être embarqué. Et notamment, le domaine qui a le plus fait progresser les technos sur ce sujet, c'est la voiture autonome. Avec la fusion de différents capteurs pour gérer plusieurs risques. Et la voiture sera autonome que si on est capable d'avoir une prise de décision à la fois fiable et robuste et rapide sur du matériel qui est embarqué, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller chercher une info chez un serveur quand il s'agit de piler parce qu'il y a un piéton. Nous, donc c'est vraiment notre dada, c'est notre métier de faire de l'imagerie avancée, et on a constaté que dans les différents domaines, ça restait des technos qui étaient peu diffusés, qui étaient disponibles pour les gens qui avaient assez des moyens. Je vous ai dit le spatial, l'océanographie, c'était surtout des instituts de recherche. Et pourquoi? C'est parce que typiquement, les données sont d'habitude assez volumineuses, elles demandent une certaine expertise d'interprétation, et on a un manque de bases de données extensives parce que justement, c'est lourd à déployer. Et derrière, on a besoin de beaucoup d'algorithmie pour avoir de l'algorithmie parfois lourde pour avoir des prises de décision du machine learning qui convergent, c'est-à-dire qui donnent des décisions auxquelles on s'attend. Et ce qui fait qu'on a
des informations qui sont souvent ou des fonctionnalités qui sont efficaces que pour certaines niches technologiques. Et puis en plus, dès qu'on veut changer de sujet, on doit tout refaire. Euh, voilà, les freins à l'absorption, c'est ça, c'est des données volumineuses, des données complexes et une instrumentation qui est encore assez onéreuse. Et donc, chez Pop, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut dépasser ça, comment on peut aller au-delà et qu'est-ce qu'on peut proposer comme modèle. Et donc, notamment, on a un développement dual, c'est-à-dire qu'en même temps qu'une version industrielle un peu classique, on va développer un kit open source qui est destiné à aller être facilement utilisé par la plus large communauté, donc des makers, des enseignants, des chercheurs, qui peuvent implémenter toutes les options des fronts de recherche, des fronts de sciences et des enjeux industriels, mais avec des performances moindres, mais qui est le plus open source possible, et donc qui peut être produit à moindre frais dans des labos, dans des Fab Labs, que sais-je. Et ça permet de mobiliser la communauté sur des modèles, des méthodes, des fonctionnalités qui sont ensuite portables sur une version industrielle. Et puis, on va préserver la paternité et puis éventuellement les rétributions des gens qui auront contribué ou créé. Euh, donc en plus court, et parce que on est dans le dernier bar avant la fin du monde. Avant c'était compliqué, c'était long, et puis surtout c'était propriétaire. On était sur des développements qui étaient longs parce qu'on voulait préserver l'API, donc on était obligé de bosser dans le secret, hein, nous les ingénieurs en optique. Donc on va parler d'innovation Vogon, hein, c'est-à-dire voilà, on garde le secret, et puis après on va le vendre bien cher parce que c'était compliqué, et puis on essaye de passer à des choses plus sobres, plus partagées, plus communautaires. Donc voilà, nous on parle d'Elvantech pour la petite blague. Donc, on peut dépasser ces limitations et ces problèmes de vision avancée, hein. Il y a des solutions, il y a pas mal d'avancées dans le domaine, mais pour changer d'échelle, il faut être capable d'avoir à la fois une communauté, et c'est pour ça qu'on est là, mais également une pérennité. Et c'est pour ça que chez Pop, on a créé une SCOP, où l'ensemble des employés sont aussi les patrons et les actionnaires. Donc ça augmente nos chances de perdurer. Et puis on a une gestion de la propriété intellectuelle, hein, et puis des avoirs industriels qui est un mix entre le libre et le propriétaire pour éviter que la technologie puisse être étouffée, entravée, rachetée ou détournée. Alors après, ça n'empêchera pas tout le monde de faire ce qu'il veut avec. Donc voilà, au niveau de la communauté, nous, on va être un peu les pros qui assurent la continuité, mais il y a déjà des enseignants, des académiques qui ont compris les enjeux et qui ont pris ce kit OnePix pour leurs étudiants, mais qui les utilisent également dans leurs travaux de laboratoire pour essayer des nouveaux algorithmes, des nouvelles façons de faire avec cette approche. Mais il manque plus que les amateurs, les curieux, les enthousiastes, les makers, les libristes, et c'est pour ça qu'on est là. Et puis, donc nous, on s'engagera à appuyer les Fab Labs ou les associations qui veulent s'y rentrer à coût réel ou sans marge, parce que le but, c'est bien qu'on soit plus de fous à s'amuser avec cette techno. Et puis, si vous bossez déjà dans une boîte de robotique, c'est pas grave, on peut discuter quand même. Autour de ce kit. Ce kit, qu'est-ce qu'il a? En fait, c'est un rétroprojecteur derrière lequel on a mis un spectromètre et une caméra. Et l'utilisation conjointe sur un Raspberry de ces trois sources d'information permet d'aller chercher de l'information parcimonieuse, c'est-à-dire on va aller chercher que l'information dont on a besoin. Donc c'est le domaine de l'imagerie monopixel ou de l'imagerie compressée, qui est une discipline entière de l'image et puis qui est assez passionnante de domaine de l'imagerie non conventionnelle. Donc là, on voit par exemple des patrons de franges périodiques qui sont projetés et qui permettent de reconstruire l'image dans un plan qu'on appelle le plan de Fourier et qui nous donne une information qui va se compléter petit à petit. Alors ça, c'est la version un peu pédagogique, mais ensuite, on va pouvoir utiliser des stratégies pour aller mesurer que l'information utile et donc avoir des données qui sont à la fois moins volumineuses et donc qui ne vont pas engorger les data centers ni les algorithmes d'apprentissage. Et donc, on va avoir plus rapidement des solutions moins onéreuses.
On a déjà eu donc voilà, plusieurs collaborations avec des instituts de recherche, avec des fournisseurs de caméras et puis de solutions de télécom. On a également déjà fait des branchements avec d'autres répertoires GitHub qui proposent des solutions algorithmiques avancées. Et puis, nos développements sont disponibles sur le GitHub. Là, vous avez ici le QR code du GitHub qui concerne le WinePix, sur lequel vous trouverez les plans, la liste des courses, et normalement, on l'a conçu pour être assemblé dans le Fab Lab local. Donc, par exemple, les premiers exemplaires du WinePix ont été réalisés dans le Fab Lab de Lannion, avec la CNC du Fab Lab, puis avec un Raspberry. Là, on voit un petit peu mieux le montage, hein. Donc, vous voyez un petit peu le technological stack, hein, les étages technologiques qu'on utilise. Hein. Donc, Python, les codes sont sous GitHub. L'OS qui fait tourner tout ça, c'est un Raspbian Ubuntu qui est posé dans le Raspberry. Ça peut fonctionner en Windows et en étant contrôlé par votre PC s'il y a besoin de plus de force de calcul. Et on sort des données qui sont également compatibles en termes de format avec les principaux logiciels d'analyse d'images spectrales, parce qu'évidemment, on veut proposer ça aussi aux scientifiques qui font de l'analyse spectrale. Et puis, vous avez tous les plans. Le principe de fonctionnement, c'est qu'un rétroprojecteur va envoyer des scènes intelligentes sur la scène, des patrons de lumière structurée sur la scène. Et puis, le spectromètre va mesurer une valeur à chaque couleur pour ces patrons successifs. Et ça va nous permettre de reconstruire, avec un peu d'algorithmie et puis de mathématiques, hein, tout simplement, un hypercube. Quelques développements qu'on a fait. Donc, on a travaillé avec autour de solutions IoT, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut déporter, ça c'était avec Nokia et puis l'IETR qui a un institut de recherche en traitement d'image et traitement du signal, comment est-ce qu'on peut fonctionner en mode 5G ou en mode avec un serveur déporté pour effectuer une partie des calculs. Et donc, on a fait des démonstrations avec un stagiaire sur la détection et l'analyse de plantes en pot. Également, des collègues de l'horticulture ou du phénotypage de plantes avec la version industrielle qui nous a permis de suivre une levée de maïs. Et donc, on a eu des stress froids, des différences de vigueur, et on peut faire derrière des sciences agronomiques avec. En 2023, on a amélioré nos interfaces graphiques, on a implémenté des nouveaux algorithmes de calcul, et on va continuer. On améliore notre code source et les pratiques informatiques, parce que comme on est des opticiens, évidemment, on est un peu des billes en informatique, et les premiers informaticiens qui sont tombés sur notre dépôt nous ont dit faut pas faire ça. Donc on a fait des refontes successives et on a continué de documenter avec un wiki. Alors, je te coupe, je te contredis, on en a un chez nous. On a un ancien opticien qui est informaticien maintenant. Voilà, et le saut n'a pas été trop dur. Voilà, écoute, ça s'est bien passé. Bien sûr, très bien passé, oui. C'est le secrétaire de l'association, exactement. C'est Pascal qui parlait. Ingénieur de l'école supérieure d'optique. Mais je fais que de l'informatique maintenant. Oui, on en a plusieurs des comme ça. Vas-y, je t'ai coupé, vas-y, continue. Du coup, ce qu'on fera en 2024, parce qu'on continue d'avancer, on va continuer de faire des fusions avec d'autres développements et d'autres repos qui ont cette philosophie ouverte, notamment des collègues de Lyon qui, eux, travaillent en imagerie médicale, mais qui, pour ce qui est de leur tronc commun, sur leur socle technologique, c'est d'utiliser le deep learning, de l'apprentissage profond pour faire de l'imagerie monopixel, donc en anglais Deep Learning Single Pixel Imaging, et on va faire la fusion avec eux. On veut essayer également de la vision robotique non imageur, c'est-à-dire passer, plutôt que d'aller essayer de reconstruire une image, construire une carte d'attention, et aller juste avec un capteur qui mesurera donc pas toute l'image, juste les informations utiles, c'est-à-dire j'ai une vache, j'ai un cheval, et voilà leur position. Parce qu'au final, un robot a besoin que de ça. Il n'a pas besoin d'avoir une belle image avec des nuances de gris et une photo à la douane.
Et puis, on espère pouvoir avancer sur d'autres méthodes. Et en effet, un capteur comme celui-là permet d'envisager, de mesurer pas que la réflectance des scènes, donc la lumière réfléchie par une scène, mais d'aller au-delà, d'aller chercher des signaux un petit peu plus riches en informations avec la polarisation, la fluorescence et d'autres. Mais je vous épargne la plongée dans les concepts optiques. Et puis, on va essayer de démontrer l'usage et puis le gain en termes de temps d'innovation qu'on peut avoir sur d'autres cas et d'autres disciplines. Voilà, qui est exploré par d'autres équipes à travers le monde en single pixel imaging, mais on va discuter avec eux pour regarder comment est-ce qu'on peut les implémenter, des illustrations sur le OnePix pour faire monter la mayonnaise. Si vous voulez aller plus loin, bientôt on va diffuser sur le YouTube de Photonics Open Project. Donc sur YouTube, si vous tapez ça, vous devriez tomber sur notre chaîne. On a fait le 25 octobre en français et en anglais un webinaire qu'on conduit tous les ans pour justement mobiliser la communauté, repartager sur nos résultats et qu'est-ce qui est réutilisable par tous. Et on a parlé à la fois d'algorithmie un peu complexes, de mise en place pour faire de la mesure dans des contextes agronomiques, c'est-à-dire quand on a un technicien d'agronomie, il a autre chose à faire que de s'embêter avec des algorithmes ou faire des choses trop avancées, on lui donne des échantillons, il faut qu'il les mesure. Donc on s'est mis dans cette situation-là, où on a essayé d'adapter notre kit pour faire de la microscopie hyperspectrale. Et donc on continue de bosser là-dessus. Et voilà, c'est ce que vous trouverez sur Internet très bientôt. Donc voilà, c'est un appel à contribution, à manifestation. Je pense qu'on peut faire des choses intéressantes ensemble, que vous soyez passionné, chercheur, enseignant, industriel, parce que Pop propose aux industriels également de les accompagner pour se fabriquer leur version industrielle de cette technologie, qui est assez vaste. Et puis... On a toujours besoin d'aide pour même des recommandations. N'hésitez pas si vous êtes un peu versé dans le versionnage ou dans l'informatique, à nous faire des pull requests de formes ou de fonctionnalités, ou même contribuer sur le GitHub. Tout ce qui est développé dans la partie OnePix sera et restera libre et rediffusé. Et nous, annuellement, on s'occupe de faire un gros merge et de s'assurer que l'ensemble tient debout et qu'on ne provoque pas des pannes ailleurs, et pour ensuite pouvoir le redistribuer ou que les utilisateurs qui sont intéressés puissent télécharger les options développées par d'autres et curatées, entretenues par nous au sein du GitHub. Donc voilà, vous pourrez le voir vivre à cette adresse. Et puis si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas sur community@photonics-open-project. Et voilà. Je suis arrivé au bout. Si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Alors, ce kit, tu nous as parlé effectivement que tu fournissais un kit à coût réel, si je reprends ton discours. Qui peut se le procurer? Par où on peut le procurer? À combien? Donc j'ai compris aussi qu'il était vraiment ouvert à tout le monde, que ce soit pour l'univers professionnel, industriel et aussi pour les amateurs comme nous. Ouais. Alors justement, pendant que je te réponds, je fais tourner une petite vidéo qui illustre le principe de la mesure. Ah bah vas-y. Et vous nous contactez à community@photonics-open-project ou à contact@photonics-open-project et on verra au cas par cas en fonction de vos structures. Pour les établissements d'enseignement, on le fait à un coût raisonnable. Pour les Fab Labs ou les enthousiastes, a priori, il y a quand même tous les plans sur Internet, donc on sera là pour vous aider parce que nous, on est très contents de voir des implémentations. A priori, on vous encourage et on encourage tout le monde à se le construire. Pour les universités, on monte le montage en entier pour 5 000 €. Hors coût du spectromètre, parce qu'un spectromètre, c'est encore quelque chose qui coûte un peu cher, ça coûte de 2 000 à 3 000 € les plus petits spectromètres. Il y en a des un peu moins chers. On travaille à intégrer par exemple un capteur multispectral dessus qui permettrait encore de réduire très largement le coût et de proposer quelque chose qui tourne autour plutôt de 1 000 €, voire de 100 € pour la partie spectromètre, mais donc c'est 5 000 € hors coût du spectromètre. Donc pour les labos, les écoles d'ingé ou l'enseignement, si vous avez un spectro chez vous, on peut l'adapter pour qu'il fonctionne.
Et sinon, sinon, il faudra considérer 5 000 € plus le coût du spectromètre. Voilà. Ok. Alors, au niveau question, je sais pas si par hasard il y a une question avec nous, avec les gens qui sont là avec nous ce soir. Alors, tout le monde est en admiration et dubitatif devant tes images que nous a présentées. Je vais me remettre, je vais remettre il y ma a tête. Fred qui veut poser une question. Oui. En fait, moi j'avais des questions sur les contraintes d'environnement. En fait, est-ce qu'on peut l'utiliser en extérieur, en intérieur, à quelle fréquence? Est-ce que c'est sur des images qui bougent ou plutôt des images fixes, enfin des sujets fixes ou des sujets en mouvement? Ouais. Alors, c'est la contrainte d'environnement, c'est la principale différence entre le OnePix et la version industrielle qu'on a appelée ProPix. ProPix, il est fait pour fonctionner en extérieur et on travaille d'arrache-pied à une V2 qui va permettre du haut débit et permettre d'avoir des scènes en mouvement en extérieur parce que les enjeux de phénotypage des plantes, qui sont notre premier marché, nécessitent d'avoir des robots qui roulent au-dessus des cultures et qui s'arrêtent pas tous les mètres pour faire une mesure de leur scène. Le OnePix fonctionne en intérieur même quand il y a du soleil qui rentre par la fenêtre, même quand il y a des néons qui sont allumés. Il a des mesures qui sont assez lentes. Selon la stratégie d'échantillonnage qui a été retenue, hop, je remets ma tête. J'ai un grand écran, c'est impressionnant. Ça y est, on te voit. La mesure, elle peut durer elle peut prendre de 1 minute à 20 minutes selon la stratégie. J'ai montré plusieurs stratégies d'échantillonnage à l'instant. Si on va chercher que les zones homogènes de l'image, par exemple, on va chercher le spectre de tout ce qui est rouge, tout ce qui est bleu, tout ce qui est vert dans l'image. Là, ça prend 1 minute. Et puis, on a des étudiants qui ont intégré des algorithmes sur la partie caméra pour aller c'est quoi? C'est une demi-seconde, produire le masque des zones homogènes, et ensuite on va les interroger très rapidement, et donc en moins d'une minute, 30 secondes, une minute, on a les images. Ensuite, si par exemple on fait le scan de l'ensemble du spectre de Fourier, du plan de Fourier, là ça peut être très long, et on met jusqu'à 20 minutes. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une mesure intégrale. Ça, c'est avec le OnePix. Et le ProPix, on est actuellement à des mesures qui durent 2 secondes en version industrielle en extérieur, et on doit passer à du 5 Hz en 2024 pour voilà, nos clients industriels. Et donc la scène au mouvement, voilà, c'est si elle bouge plus ou moins vite que ces différentes valeurs-là. Et il y a des possibilités infinies. Donc si vous voulez faire des objets en mouvement spécifiquement, on sera très content d'en discuter avec vous, et même vous pourrez venir le présenter au prochain webinaire. Ok. Bon écoute, ouais. Oh, super sympa. Côté... est-ce qu'il y a des questions côté... Non, du tout. Ok. Alors c'est un sacré truc que tu nous présentes, hein. C'est assez technique. Effectivement, ça porte des possibilités pour toute la partie robotique, comme on fait nous, hein, comme on s'amuse. C'est tout ce qui est effectivement tout ce qui est partie imagerie, deep learning. Il y a quelques adhérents en fait qui parlent de ce sujet-là. C'est un univers qui est assez vaste, qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, il y a Fred qui vient avec moi. Salut Fred. Heureux. Ça va? Super la présentation, merci beaucoup. Une petite question encore, et sur la version pro, du coup, c'est plus forcément une Raspberry? Non, là on a un PC Indus dedans, et on a aussi même des cartes GPU spécifiques pour atteindre les débits et les vitesses qu'on vise, parce qu'on fait de l'algorithmie plus avancée dedans. Oui. Alors justement, du coup, entre la Raspberry et puis le PC industriel, tu parles de GPU, justement, tu as des cartes genre les Jetson Nano ou les Jetson autre chose qui pourraient aussi être intéressants, je pense, dans ce genre d'application. Exactement, donc ça c'est un des développements qu'on a sur le OnePix. Je vois qu'il y a un de mes collègues qui est arrivé, donc si Mathieu tu peux parler, t'allumes ta caméra, sinon j'enchaîne. C'est lui qui a plus bossé dessus. On essaye de on bosse à brancher une Jetson sur le OnePix. C'était un des travaux avec Nokia, c'est que on a essayé ou avec une Jetson ou avec un PC de bureau de remplacer le petit GPU et regarder dans quelle mesure un pont radio ou télécom pouvait maintenir des débits et des performances. Ok. Alors. Je vais avoir une question. José, vas-y. On te voit. Alors, donc, je suppose que tu préconises un certain spectro.
Euh, Parce que t'en as pas beaucoup parlé, donc c'est lequel c'est, et parce qu'il n'est pas fourni dans le kit, hein, si je comprends bien. C'est ça. Donc lequel c'est, et est-ce qu'il va dans l'infrarouge, ou enfin qu'est-ce qu'il a Ouais. en plus? Alors, les premiers développements ont été faits avec un flame de chez Ocean Optics, hein, qui sont des mini spectros qui couvrent du visible au proche infrarouge, donc c'est de 400 à 900 nanomètres. Par contre, sur le OnePix, on s'est assuré de la compatibilité avec d'autres familles, d'autres constructeurs de spectros. Parce que, évidemment, les gens n'ont pas un seul spectro. Donc, on a pris les principaux mini spectros du marché, donc de chez Avantes et un troisième que j'ai mangé. Je suis désolé pour eux. Voilà, on essaye d'être compatible avec la plupart des spectros qui ont en fait un SDK et qui sont intégrables en Python. Quand il y a des nouveautés ou quand les fournisseurs nous appellent en nous disant bah tiens on a un nouveau spectro, on fait l'effort de le rendre compatible. Donc si vous avez d'autres spectros, on sera content de bosser dessus pour le rendre compatible et c'est une des missions de Pop. Non, mais nous, on est plutôt dans le cas où on n'en a pas, tu vois. Ouais. Et donc là, il y a plusieurs, on pourra regarder les datasheets, mais on a déjà, on peut acheter un OnePix et on peut vous recommander un Spectrum, on peut même l'acheter pour vous et puis vous le mettre dans le prix, mais là par contre, on peut pas vous l'offrir, hein, c'est quand même un peu onéreux. Et on regardera un peu les specs avec vous de ce que vous voulez faire, sachant que quand on utilise un rétroprojecteur de bureau. Hein, le but, c'était que Ah quelqu'un oui. dans son Fab Lab local, il puisse juste aller chez Darty ou Auchan ou je sais pas combien il faut citer d'autres boîtes pour pas faire promo, mais C'est il y a 3. C'est 3. trois, voilà, et but puisse aller se chercher un rétroprojecteur de bureau et rouler avec quoi. La gamme des spectromètres est assez réduite vraiment sur le champ visible, donc on a souvent des spectros qui font 400, 700 assez stricts, et d'ailleurs ça a été un problème en végétation, c'est-à-dire que le projecteur qu'on intègre actuellement, on peut mettre une option pour les gens qui veulent faire des sciences végétales avec, c'est-à-dire qu'on le désosse, on traite certains des compartiments de la chaîne optique pour qu'ils puissent aller jusqu'à 850 nanomètres et donc attraper le front infrarouge et travailler les indices de végétation, notamment présence de chlorophylle, nutrition végétale, etc. Voilà. Ok, j'avais une autre question. Donc, la vitesse d'acquisition est relativement lente, donc dans la version, mettons, non pro. Et qu'est-ce qui limite la vitesse d'acquisition? C'est le traitement derrière, ou déjà c'est l'acquisition derrière le spectro? C'est l'acquisition. En fait, le principe de cette mesure compressée, c'est que le capteur n'est pas matriciel. C'est-à-dire qu'on utilise le Oui, spectromètre oui. ou un capteur Ouais. pour aller chercher l'information angulaire, donc spatiale. On va la déporter dans le temps en faisant des mesures de l'information spatiale successives. Et donc, selon la stratégie de paternage qu'on a, et c'est là que ça, c'est un sujet de recherche académique en algorithmie, quels sont les meilleurs patrons à envoyer successivement pour gagner du temps? Et le jeu entre les scientifiques, c'est de compter le nombre de frames qu'on a pour réussir à fabriquer une image de même résolution. Et c'est analogue à la compression signal qu'on a dans les JPEG pour la transmission sur différentes plateformes de vidéo. Donc, ça nous permet, nous, de nous greffer à une branche de traitement signal qui est quand même déjà chalandée. Et donc, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est ce que je montrais, c'est ce qu'il y avait un peu dans la vidéo tout à l'heure. Il y a certaines approches qui carrément bypassent ça, c'est-à-dire qu'on utilise une caméra RGB et de l'algorithme sur la RGB pour aller donner au projecteur les zones à échantillonner. C'est ce qu'on appelle la mesure adressée. Et là, au final, on va à la vitesse du nombre de classes présentes dans l'image. Donc, si on a une image qui est très peu contrastée ou avec très peu de classes d'intérêt, on va aller très vite. Et on va avoir le temps d'une frame. Et une frame, avec notre montage en OnePix, là, ce qui ralentit, c'est l'interfaçage entre le projecteur, le spectro et le Raspberry. Et donc, on est à entre 100 et 200 millisecondes la frame.
Donc, si on a 5 classes, tu as 1 seconde pour faire une mesure. Et pour aller plus vite dans la version Pro, vous faites comment alors? C'est un projecteur qui va plus vite? Alors, on a le projecteur qui va plus vite et on utilise des algorithmes plus avancés en termes d'analyse d'image. On essaye de trouver les classes plus vite et on essaye d'utiliser des stratégies de patronage plus avancées parce que dans le OnePix, ce qu'on fait, c'est que pour chacune des voies technologiques possibles avec le ProPix, avec la version industrielle, on implémente un algorithme de base pour les étudiants. Donc, pour exemple, on a une scène qu'il faut segmenter sémantiquement, c'est-à-dire savoir où sont les vaches, où sont les chevaux, où est la prairie et où est le ciel. On peut utiliser un K-means. Donc, K-means, c'est l'algorithme de base qui va minimiser la variance intraclasse sur la variance intraclasse. Et ça, c'est ce qu'on apprend aux étudiants en M1 de traitement d'image. Sur le ProPix, on utilise des algorithmes de deep learning, d'apprentissage profond, qui ont été appris sur les scènes d'intérêt à observer, et donc qui vont fournir une meilleure segmentation plus rapidement. Et donc à chaque fois, pour chaque innovation technologique, on implémente la version étudiante sur le OnePix. Ok, bah merci. Avec plaisir. J'ai oublié de parler des algorithmes de la partie interfaçage robotique. Donc pour l'instant, on développe en ROS. On a fait des wrappers ROS pour l'ensemble des fonctionnalités de notre capteur, c'est-à-dire que quand on l'intègre dans un système robotique, on peut avoir des topics et des instructions et du broadcast de l'information et des décisions que la caméra est en train de prendre en temps réel. Voilà. Mais en ROS pour l'instant, et donc on veut bien de l'aide s'il y a d'autres gens qui nous disent mais en ROS, faut surtout pas. Mais je pense que si. Il y a d'autres alternatives effectivement à ROS, mais bon, après c'est plus bricolage. Le plus répandu, n'empêche, oui, ça reste ROS si tu veux vraiment encapsuler quelque chose universel en fait. Hein. Okay. C'était bien riche tout ça, écoute, hein. C'est un univers que je ne connais pas, je te le cache pas, mais très très dense. De notre côté, j'ai pas d'autres bras qui se lèvent. Alors, est-ce que vous faites des démonstrations, vous baladez un peu à droite et à gauche justement pour promouvoir ce que vous faites ou pas? On peut. Alors, on est multilocal hein, parce que les coopérateurs à la création de la boîte sont retournés dans leur pénat. Donc, moi, je suis basé à Lannion en Bretagne, donc je vais couvrir un peu toute la région bretonne. Je situe très très bien. À Lannion. Et donc on a Mathieu qui est situé à Nantes, voilà, et qui peut voyager un peu dans tout le pays de la Loire jusqu'à Bordeaux et puis potentiellement Toulouse. Il y a vraiment des trucs intéressants. Je crois qu'il y a un club Caliban à Toulouse. Il y a eu, et ce fut. C'était sa dernière année l'année dernière. Mais oui, on a eu. Et on a également un troisième collègue. Et on la brasse derrière. Mais ouais. Et on a un troisième collègue qui est pile à mi-chemin entre Clermont et Lyon, Clermont-Ferrand et Lyon, dans le Rouennais, et pareil, voilà, qui peut venir faire des démos. Alors quand c'est pas trop loin de chez nous, c'est plus facile. Sinon, non, on est très content de venir le montrer ailleurs. Et puis, pour l'instant, on fait pas trop le siège des événements, des conférences et tout ça. Mais on essaye de se monter une communauté en sollicitant d'une part la partie académique, recherche et enseignement en France, donc toutes les filières de France, et c'est un peu ce qui va nous occuper en 2024, avant d'aller écluser les salons peut-être en 2025. Donc voilà. Si vous nous contactez pour une démonstration précise, par contre, on vient avec notre capteur sous le bras ou nos 2 capteurs industriels et l'autre, le kit pédagogique sous le bras, et on vous fait les démos que vous voulez, avec plaisir. Ah avec grand plaisir. Ou sinon, je pense que l'année prochaine, tu seras à Nantes. Évidemment, mais on viendra avec OnePix au Nantes Maker. Complètement, au contraire. Oh, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas de nous avoir fait cette super démo. Très très riche, très très dense. Effectivement, ça permet d'apporter une vision, si on peut dire, par rapport à la robotique et surtout de leur donner la vision à ces petits bonhommes là. D'ailleurs, il y a le mignon qui est juste là. Je sais pas s'il veut dire quelque chose.
Donc voilà, bon, c'est la star qu'on avait eue sur Nantes et la dernière présentation, il voulait pas causer. Aujourd'hui, il est hyper bavard, il n'arrête pas de se déplacer partout, etc. Enfin bref, c'était la petite aparté. Bon bah les gars, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette présentation qui c'était superbe intéressante. Bah on va essayer de vous suivre pour voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Puis au contraire, hein, vous de votre côté, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis au pire des cas, je suis sûr qu'on va se retrouver à Nantes pour le mois de juillet. Merci beaucoup, merci Caliban, et au plaisir de vous revoir et d'échanger. Je te remercie beaucoup. De notre côté, donc, bah, comme ce soir, il y a l'apérobo, donc qui va se terminer bientôt. Mais côté Caliban, bah, on est toujours assez dynamique. Hein. On avait envie de sortir nos robots pour le mois de novembre. Et on va se balader du côté du nord de la France, qui s'appelle Orchy, pour le festival robotique qui est présent une fois par an, où là, on va se retrouver avec Caliban France, mais aussi Caliban Belgique et d'autres amis comme Framboise 314 avec Sarah Lacasse qui sera là aussi et d'autres personnes qu'on connaît. C'est un salon dédié vraiment à leur robotique, c'est ouvert à tout le monde peut y aller en tant que visiteur, c'est entièrement gratuit, donc profitez-en, venez passer nous voir si vous êtes du coin et au contraire on sera un grand plaisir de discuter avec vous et pourrez voir tous nos robots et discuter avec eux aussi, ça y a aucun problème. Donc pour l'apérobo, ça va être la fin. Donc pour ces vidéos, donc je vous demande de cliquer sur le bouton liker, de vous abonner à la vidéo. Au contraire, pour nous c'est hyper important, ça permet de savoir justement qui nous regarde et justement de trouver un intérêt à ces vidéos-là. Donc voilà, pour ce soir en tout cas c'est la fin. Donc on va se retrouver au mois de décembre, avant Noël. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir vous organiser. Moi j'ai une petite idée derrière la tête. Donc on va voir ce que ça va donner comme type d'apérobo, mais ça risque d'être sympa. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt et au mois prochain. Salut tout le monde. Au revoir. Salut. Bon voilà, ça s'est bien passé. Allez, ciao. Merci. Salut, bonne soirée. Salut.